Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo Mercato. Et bienvenue, hop, il est là, à mon nouveau bébé. Il est beau, hein. Voilà, très content de mon investissement. Très content. Bon, on n'est pas là pour parler du maillot, même s'il est très beau et qu'on va essayer de lui trouver une place plutôt sympathique dans le décor. On va essayer de trouver, on va essayer de faire ça. Alors oui, vidéo mercato, on va parler aussi un petit peu d'actu. Évidemment, de toute façon, on en reparlera lundi soir, hein, parce que je vous rappelle que lundi soir, on sera en direct, on essaiera sans bug, hein, cette fois-ci, encore une fois, désolé pour le live de jeudi qui a été compliqué d'un point de vue technique, on va essayer d'arranger ça. Mais en tout cas, on a des infos qui sont tombées entre temps, hein, depuis jeudi soir. Et notamment, ben, je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est pas une info, enfin, ça peut l'être, hein, c'est le calendrier. Le calendrier qui est tombé hein, du côté donc de la Ligue avec le premier match à l'extérieur contre Rennes, on reçoit Paris FC. La troisième journée contre Lyon. Alors, va savoir quel Lyon ça sera. Est-ce que ça sera Lyon ou est-ce que du coup ça sera Reims? On verra. On verra. Et puis après, vous voyez le reste du calendrier. Bon, les dates à retenir évidemment. Cinquième journée à domicile contre Paris. On a aussi du coup le déplacement à Nice pour la 13e journée. Le déplacement à Lille pour la 15e. Réception de Monaco pour la 16e. Donc on fait Lille et Monaco en l'espace de deux matchs. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on l'a. Je crois qu'on l'a déjà fait cette année aussi. Si je dis pas de bêtises, le double déplacement à Paris. Merci la Ligue, hein, d'une intelligence assez rare. Et puis vous voyez, bon, de toute façon après, c'est pour le reste. Et on finira la saison, petite particularité, mais comme la saison dernière, hein, l'avant-dernier match, pardon, au Havre, et puis le dernier match à la maison contre Rennes. Bon, on espère à minima finir sur la même bonne note. Dites-moi ce que vous pensez du calendrier. Est-ce que vous pensez que c'est un bon calendrier? Est-ce que vous voyez un mois plus compliqué qu'un autre? Il faut penser évidemment qu'il y a la Ligue des Champions qui démarre entre Lorient et Paris, hein, donc entre la 4e et la 5e journée, la Ligue des Champions qui va démarrer très vite. Donc il va falloir être prêt très vite. On a hâte, franchement, hein, moi j'ai très hâte de voir un petit peu la reprise de l'entraînement et de voir les premiers matchs amicaux. Là ça commence à faire long. Ouais, là on a besoin d'avoir un peu du concret, des images. Voilà, on a envie de voir des matchs à la commanderie, on a envie de voir des matchs au fin fond de l'Autriche. Bon, même si c'est pas forcément le programme, mais bon, voilà. En tout cas, on a envie de voir des matchs. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu cette rumeur alors qui vient d'un compte sur le Bayern de Munich. Le Bayern, Newcastle et l'Olympique de Marseille sont en compétition pour recruter le jeune espoir sud-coréen Park Sun-soo. Attention, j'ai bossé coréen LV2. 18 ans, ailier gauche, selon plusieurs sources en Corée du Sud. Le joueur et ses représentants devraient prendre une décision dans les prochains jours. Donc là, on parle d'un très jeune joueur sur Transfermarkt, vous voyez, il n'y a même pas sa photo, qui joue en deuxième division. Cette saison, 10 matchs, 0 but, 0 passe D. Alors comme ça, c'est sûr que ça vend pas du rêve. Bon, il est pas titulaire, il a 18 ans. Et si on regarde un petit peu plus son parcours, hop, on va voir si ça peut remarcher. Hop, c'est là. On voit qu'il a une saison, la saison dernière, pareil, en deuxième division coréenne, 14 matchs pour un but de passe D. Cette saison, pour le moment, toujours pas de but. J'ai fait peut-être comme tout le monde qui ont vu l'info. Je suis allé regarder sur internet, tout simplement, voilà, sur YouTube. Non, je suis allé voir une petite compile quand même pour voir un peu est-ce que ça pouvait être intéressant ou pas. Bon, on voit tout de suite que c'est un ailier de débordement, voilà, jeune joueur, il est de débordement, rapide. Alors bon, en face évidemment, c'est une D2 coréenne, hein, donc les défenseurs c'est niveau D2 coréenne. Mais on voit voilà il est assez rapide, il est technique. Maintenant, très compliqué de dire à quel niveau ça peut avoir en France. Je pense que là, ce type de recrutement, on est vraiment sur un recrutement pour la réserve dans un premier temps. Donc voilà, après, ce qui peut être rassurant, entre guillemets, c'est de voir si on suit, je vous remets
la nouvelle, enfin l'info, c'est que le Bayern et Newcastle sont sur le dossier. Donc voilà, on n'est pas sur des petits clubs, donc ça peut être un gage, voilà, d'une certaine valeur du joueur. À voir hein, à combien ça peut se négocier ce genre de profil. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais voilà, écoutez, moi, allez voir hein, sur YouTube, hein, vous tapez son nom, vous aurez une petite compile, il y a 2-3 compiles qui traînent. Bon, c'est pas. Voilà, on va pas se taper le cul par terre en voyant ça, mais disons que on voit que voilà, il y a de la technique, il y a de la rapidité, mais après, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de travail sur l'intelligence de jeu, sur comment, voilà, les déplacements des coéquipiers, etc. Bon, voilà, un gros travail aussi à la finition, parce qu'on voit même sur les compiles qu'au final, il marque pas beaucoup. Donc voilà, écoutez, on verra si jamais ce dossier est amené à évoluer. Je sais qu'on m'a mentionné, je remercie, je sais plus exactement qui c'est, mais il y a un compte sud-coréen français qui suit les championnats sud-coréens. Donc si jamais la piste est amenée à évoluer, on prendra contact avec ce compte pour essayer d'avoir une expertise un petit peu du joueur, essayer de savoir ce qu'il en est. Ensuite, alors, pareil, niveau jeunes joueurs, niveau recrutement pour sans doute dans un premier temps l'équipe réserve et puis après on verra. C'est le compte BellOM que je salue, qui nous indique que donc. Alors, je suis désolé pour la prononciation par avance. Hein. On va essayer. Donc, j'imagine qu'on dit Paddy Nziga Pambani. Voilà. 1m91, défenseur central, né en 2007, originaire de Évry et qui évolue au Montpellier. Va s'engager avec l'Olympique de Marseille, signera un contrat professionnel avec le club phocéen. Et derrière, on a eu le petit OM que je salue aussi évidemment et que j'espère d'ailleurs faire revenir assez rapidement. Qui nous donne plus d'informations. C'est un joueur qui a été formé à Massy. 7 matchs avec les Bleuets entre les U17 et les U15. Et puis voilà, on a une toute petite description. Très bon physiquement et au duel. Bon jeu de la tête, relance propre, mais doit encore travailler techniquement. Pour le très haut niveau, il a été entre les U19 et l'équipe réserve de Montpellier l'année dernière. Écoutez, voilà, bon, évidemment que je ne le connais pas. Il y a des comptes comme le petit OM qui sont spécialisés quand même dans les équipes de jeunes et comme Bel OM aussi. Hein. Honnêtement, si vous avez 2 comptes à suivre, vous pouvez suivre ces 2 comptes-là. Qui sont très bien renseignés sur l'équipe réserve, enfin en tout cas les jeunes joueurs et le niveau potentiel. Donc voilà, écoutez, on verra. Là aussi, ça parle du coup d'un défenseur. On sait quand même qu'on a eu des difficultés hein, à trouver des défenseurs centraux cette saison pour venir un peu dépanner. On a été obligé de faire reculer Kondogbia parce que bon, il y avait quand même des besoins à un moment donné. Donc écoutez, si on arrive à recruter ne serait-ce que 2-3 joueurs sur ce poste-là, et si on a un des 3 qui arrive à peut-être montrer 2-3 trucs en équipe première si jamais il y a un besoin, eh ben écoutez, on est preneur, je pense. Alors c'est de la post-formation, hein, on n'est pas sur de la formation. C'est évidemment, on a eu ce débat-là il y a quelques jours sur la tribune, mais moi je fais pas forcément de différence entre la post-formation et la formation tout court. Tant que ça peut rendre service à l'Olympique de Marseille et à l'équipe première, je suis preneur. Alors, une des grosses infos, il y a eu trois infos véritablement aujourd'hui. C'est donc l'annonce de l'accord. Alors, un accord entre l'OM et le Spartak Moscou pour le transfert d'Azionaï. C'est l'équipe qui nous explique ça. Donc un accord aux alentours de 12 millions d'euros. Hein, c'est le tarif de toute façon qui a annoncé depuis le début pour Azinonaï, que ce soit par Foot Mercato, RMC, moi-même. Voilà, le tarif de 12 millions d'euros. De toute façon, c'était aussi le montant de la clause de l'option d'achat du Panathinaikos qui n'a pas été levée. Le souci dans ce dossier. Donc, je vous laisse l'article sous les yeux. Mais le souci dans ce dossier, c'est que pour le moment, il y a un accord entre les 2 clubs. Ça, c'est évident. Parce que nous, c'est le prix que l'on réclame. Par contre, le joueur, lui, pour le moment,
eh ben, il n'a pas pris de décision. Il est en phase de réflexion sur la suite à donner à la proposition moscovite qui lui permettrait de toucher une nette augmentation de salaire. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière avec Amin Harit, hein, qui a refusé 1 million d'euros par mois du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'on est sur le même niveau de salaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, et je vous mets aussi le tweet de Hakim Zouri, qui travaille le long de l'Atlas et qui est sans doute la référence, pas sans doute hein, d'ailleurs, c'est la référence au niveau des joueurs marocains qui nous indique qu'Azinouni intéresse plusieurs clubs européens, dont Brighton et le Pana. La seule offre arrivée sur le bureau de l'OM est celle venant de Russie, donc du Spartak Moscou. Le club est d'accord avec le Spartak, mais le joueur n'est pour le moment pas dans cette optique, même s'il n'écarte rien. Et effectivement, hier, on a fait un live pour les membres de la tribune olympienne. Hein. On vous a fait un petit live en petit comité. C'était un live test surtout pour pouvoir essayer de tester un peu 2-3 choses. Donc si vous êtes membre de la tribune olympienne, le live est disponible. Et donc on a parlé de cette piste-là et je vous indiquais à peu près la même chose que nous indique Hakim Zouri, c'est-à-dire qu'effectivement le joueur réfléchit parce que je pense que et puis d'après ce qu'on m'explique, c'est que voilà, il double, voire un peu plus son salaire si jamais il part du côté de la Russie. Maintenant, on sait aussi que voilà, du côté de la Russie, c'est pas forcément aujourd'hui la comment dire la destination la plus sexy, hein, on va pas se mentir, pour diverses raisons. Même si j'avais vu passer ça, il me semble, alors vous me direz dans le chat si je me trompe, mais il me semble que ça commençait potentiellement à renégocier pour que les clubs russes puissent réintégrer les compétitions européennes. Voilà, j'avais vu passer ça, il me semble. Je ne suis pas allé revérifier entre temps, mais voilà. Donc à voir si c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, bon, on verra si Unai accepte d'aller du côté du Spartak Moscou. Moi, je vous avoue, je suis pas persuadé. Moi, je suis pas persuadé qu'il va accepter ce challenge parce que je pense que dans son esprit, il peut viser un peu mieux. Et bon, écoutez, on verra. On verra honnêtement s'il peut viser mieux que ça. Mais c'est possible. Hein. C'est possible qu'ils se disent, voilà, il y a des clubs espagnols qui sont toujours intéressés par lui. Il y a Brighton qui... Brighton. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que Foot Mercato nous avait indiqué que Brighton était très très chaud, qu'apparemment, comment dire, il y avait eu un début de négociation entre Brighton et l'OM et Unai. Bon, là, on nous dit qu'apparemment, il n'y a que cette offre-là sur la table, offre j'allais dire Strasbourg, pas du tout, du Spartak Moscou. Donc bon, c'est flou. Ça c'est flou ce dossier. On sait pas trop ce qu'il en est. De toute manière, j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas du côté de l'OM, il n'y a pas forcément d'envie de garder Unai parce qu'on sait, hein, on en avait discuté notamment avec le petit OM. On sait que voilà, il y a potentiellement Roberto De Zerbi qui aime bien en début de pré-saison tester des joueurs qui sont pas forcément au départ dans les plans. On pense à Geoffrey Kondogbia, par exemple, la saison dernière, qui a gagné sa place grâce à sa pré-saison. Donc à voir. À voir complètement ce qu'il en est par rapport à Azzin Ounahi. On verra par la suite. Autre sujet, c'est sans doute le gros sujet en ce moment. C'est la piste, évidemment, Evan Ndjika. Il y a Alfredo Pedula qui, il y a 2 jours, nous indiquait donc, que la Roma accepterait des offres aux alentours de 25 millions d'euros plus bonus, sans échange. Alors ça, en gros, on enlève la piste Ismaël Koné. Donc voilà. Ensuite, on a eu un article, donc là, aujourd'hui, de Cristiano Abruzes. Le nom me fait penser à un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, dont je pense que tout le monde connaît. Et donc dans cet article, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que en gros, voilà, la Roma envisage un échange avec l'Olympique de Marseille entre Evan Ndjika et Ismaël Koné, et surtout que les défenseurs ivoiriens pourraient quitter donc la Serie A pour la Ligue 1, et surtout qu'ils considéraient de nouveau, enfin,
pas de nouveau, qui considérait véritablement l'offre de l'Olympique de Marseille. Il est ouvert à la discussion. Et du côté de la Roma, il y a toujours cette envie apparemment de faire venir Ismaël Koné. Gasperini a donné son accord pour justement faire venir Ismaël Koné. Donc écoutez, on va voir. On sait qu'il y a une obligation du côté de la Roma pour faire un transfert assez rapidement. Fabrizio Romano hier sur YouTube, et c'est Massila Zone qui nous le rapporte, c'est que pour Fabrizio Romano, l'opération Ndicka est particulièrement complexe, problème d'un point de vue financier. Alors ça, on l'a expliqué hier aussi dans le live que l'on a fait, et j'ai fait quelques tweets par rapport à ça. Il faut comprendre une chose, c'est que Evan Ndicka aujourd'hui touche 4 millions d'euros annuels net à la Roma. 4 millions d'euros annuels net. À titre de comparaison, Adrien Rabiot, qui est le plus gros salaire de l'Olympique de Marseille, touche 3,5 millions d'euros annuels net. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut faire venir Evan Ndicka, c'est le plus gros salaire du club. C'est assez étonnant quand on y pense, mais c'est la fiscalité italienne qui est plus avantageuse évidemment que la fiscalité française. Et donc, c'est là où c'est un dossier qui est compliqué déjà pour trouver un accord avec Ndicka, parce qu'Ndicka, lui, s'il change de club, logiquement, il va vouloir demander une petite augmentation. Après, comme j'avais aussi expliqué, c'est que l'OM a été déjà dans le passé capable de mettre des gros salaires, notamment Aubameyang qui touchait 4,8 millions d'euros annuels net. Alors même si on l'a vu gratuitement. Et c'est là où c'est une différence, parce que Ndicka, il va falloir taper minimum sur du 25 millions d'euros, 30 millions d'euros. Donc après, est-ce que on peut faire baisser un peu le prix, ou en tout cas s'arranger comptablement, évidemment, en vendant Ismaël Koné à la Roma, pourquoi pas. Là où moi, et depuis le début, j'ai une interrogation, c'est par rapport au timing voulu par la Roma. C'est-à-dire que la Roma veut vendre Ndicka, ou en tout cas veut faire une vente avant la fin du mois, alors que du côté de l'Olympique de Marseille, et on le voit notamment avec le dossier Medina, ça prend du temps, et l'Olympique de Marseille, idéalement, voudrait ne pas dépenser d'argent avant la fin du mois, pour des raisons d'écriture comptable, hein, tout simplement. Donc, là aussi, c'est un dossier qui peut être complexe. Attention à une concurrence qui pourrait venir de la Première Ligue, parce qu'à ce stade, si vraiment il y a un club qui pourrait venir pour faire une offre très rapidement, je ne vois qu'un club de Première Ligue véritablement qui peut poser un gros salaire et une grosse somme d'argent avant la fin du mois. Voilà. Bon, j'enlève évidemment les clubs d'Arabie Saoudite, etc. Parce qu'eux, ils peuvent dégainer à n'importe quel moment sur n'importe quel joueur. Après, il a 25 ans, Evan Ndicka, je ne suis pas persuadé que ça soit dans son état d'esprit d'aller chercher vraiment un énorme salaire du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il y a véritablement aujourd'hui, comment dire, une partie de poker menteur, j'ai envie de dire, entre les deux clans. Et c'est intéressant en fait, hein, parce que on va voir un peu ce qui va se passer. On va voir clairement ce qui va se passer par rapport à ce dossier. J'espère très sincèrement qu'on puisse faire ce dossier, parce que pour moi, on est vraiment sur comment dire, un joueur niveau Ligue des Champions, hein. Donc vraiment, j'espère qu'on va pouvoir le faire, parce que c'est vraiment un dossier très intéressant. Et même s'il faut mettre, même s'il faut mettre 30 millions d'euros, écoutez, bon, après c'est facile à dire, hein, c'est pas mon argent, mais honnêtement, s'il faut mettre 30 millions d'euros et peut-être mettre un petit peu moins sur d'autres postes, moi je pense que le deal peut être hyper intéressant, et le deal peut être doit pouvoir se faire. Voilà, doit pouvoir se faire. Il faut qu'on fasse, je pense, l'effort sur ce poste-là, parce que vraiment c'est très important. Je vous mets aussi la petite nouvelle là que vient nous tweeter Massia Zone, qui reprend une information de Giovanni Albanese, qui travaille pour la Gazzetta, et qui nous dit que la Juve est toujours prête à insister pour Leonardo Ballardi, mais que la position de l'Olympique de Marseille est toujours aussi ferme. On ne veut pas vendre le joueur. Donc écoutez, on verra ce que fera la Juve, hein. Au bout d'un moment, s'ils veulent Ballardi, mettez les sous, hein. Et puis après on verra.
La dernière rumeur qui est sortie aujourd'hui, c'est que l'OM est intéressé pour un prêt de Sacha Boey. Donc c'est une information de Santi Aouna, qu'on embrasse évidemment, hein. On n'a rien contre lui, toujours. C'est donc, voilà, j'ai repris la news de Média Bayern France. Le Français préfère rester pour le moment au Bayern, alors que le Bayern, lui, voudrait plutôt vendre le joueur. Donc on a quand même 3 positions très différentes sur le dossier. L'OM qui veut un prêt, le Bayern qui veut vendre, et le joueur qui veut rester. Comment on fait? Comment ça se passe? Bon, il y a des clubs aussi anglais qui sont intéressés. Ça mange pas de pain, hein. On rajoute toujours des petits clubs anglais. Ça peut faire monter un peu le prix. Bon, Sacha Boey, pas besoin de vous le présenter. Je vous mets juste la fiche Transfermarkt très rapidement. Valeur Transfermarkt à 18 millions d'euros, contrat jusqu'en jeu 2028. Donc il reste 3 ans de contrat. Voilà, donc on ne sera pas sur une petite opération. L'agence, bon, voilà, hein, je veux pas de dessin. Cette saison en Bundesliga, bon, ben, c'est très très peu de temps de jeu, mais on va aussi le voir pourquoi par la suite. 13 matchs, 18% d'11 de départ, de 11 de départ, 2 passes décisives. En Ligue des Champions, seulement 3 apparitions pour une passe décisive. Et là, au Mondial des clubs, il a fait 2 matchs, un but, une passe D. Et je crois que c'était contre le club exceptionnel de Auckland. Donc, bon, voilà. Sinon, le petit parcours quand même de Sacha Boey. On parle d'un joueur qui passait notamment par Rennes, par Dijon, et puis par Dijon, oui c'est ça. Et puis ensuite, ça a été Galatasaray. Galatasaray qui l'a récupéré en 2021-2022. Une grosse saison à Galatasaray en 2022-2023 avec 31 matchs. Et puis après, ça a été beaucoup plus compliqué. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matchs avec le Bayern. Ça s'explique pourquoi. Par l'historique de blessures. Les blessures du côté de Sacha Boey, c'est un énorme problème. Et je vous montre notamment ça. En 2024-2025, il a loupé l'équivalent de 18 matchs. Il a eu 3 blessures, 18 matchs loupés. En 2023-2024, 16 matchs loupés et 4 blessures. 2022-2023, c'est la saison, sa meilleure saison, où au final, il n'a pas été embêté avec les blessures. Et puis la saison 2021-2022, 25 matchs manqués et 5 blessures. On a quand même un profil d'un garçon qui, en l'espace de 4 saisons, a loupé quasiment une cinquantaine de matchs, voire même un peu plus. Voilà, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc, et puis surtout, vous le voyez, c'est toujours... Bon, les ischios, bon, il a eu le coronavirus, ok. Problème au genou, au pied, déchirure musculaire, le ménisque, la cheville, bon. Voilà quoi. Hein. On a la complète, hein, comme on dit. Hein, donc, c'est pas un mauvais joueur en soi, hein, Sacha Boey, hein, attention. Hein, mais moi, je m'inquiète énormément d'un profil comme ça où, au final, il y a énormément de blessures. Donc, nous, à l'Olympique de Marseille, on sort quand même de transferts où on a eu des joueurs beaucoup blessés. Luis Felipe, même au poste d'arrière droit, Amir Murillo, quand on y pense, l'année dernière. Alors, cette saison, il a loupé que un mois de compète à peu près. Mais la saison d'avant, rappelez-vous, il avait loupé quasiment 3 mois. Il faut, je pense que pour ce poste d'arrière droit, il faudrait quelqu'un sûr physiquement. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça, par exemple, que le dossier d'Eva Indica, ça, c'est un dossier qui me plaît énormément parce que, bon, on sait que là, physiquement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on sait qu'on réfléchit beaucoup, notamment aussi autour d'Ismaël Benasser. D'ailleurs, au niveau d'Ismaël Benasser, petite chose que je peux vous dire, c'est que voilà, le joueur, lui, a refusé les offres du Golfe pour le moment. Il veut jouer à l'Olympique de Marseille. Ça négocie toujours entre l'OM et le Milan AC pour Ismaël Benasser. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, toujours pareil. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille veut baisser le montant de l'option d'achat de Benasser parce qu'il y a une incertitude autour du physique. Et ça, malheureusement, j'ai envie de dire, ce genre de problème, ça reste. Ça a tendance à rester. Donc ça peut être une vraie problématique. Voilà. Donc à voir par la suite ce que ça pourrait donner.
Voilà, voilà pour cette petite vidéo mercato quand même qui va durer quasiment 25 minutes, voire un peu plus. N'hésitez pas en commentaire à me dire évidemment ce que vous en pensez. Et puis, s'il y a d'autres choses qui tombent, demain, on essaiera de faire quelque chose. Sinon, on se donne rendez-vous lundi soir pour la tribune. On reviendra évidemment sur tout ce qu'on a pu voir passer depuis maintenant quelques jours. Et puis, en espérant qu'on ait un peu du nouveau. Voilà. En espérant. Moi, j'espère très sincèrement la fin du mois là que ça arrive et qu'on passe au 1er juillet. Voilà. J'ai l'impression que le 1er juillet, c'est vraiment la date à laquelle le mercato va démarrer. Même si, évidemment, il a déjà démarré avec l'arrivée de CJ Gandralé et Jonathan Rowe, d'ailleurs, qui sont en finale de l'Euro Espoir. Hein. Bon, alors, vous vous doutez bien, au moment où j'enregistre, je ne regarde pas du tout la finale. On verra quel est le résultat. Mais d'ailleurs, Egan Riley était titulaire, si je dis pas de bêtises, pour la première fois de la compétition. Si je dis pas de bêtises là aussi. Hein. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Mais voilà, donc écoutez, pour ceux qui auront vu le match, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de son match. Je vous dis bonne soirée, bon week-end, et puis à lundi pour la Tribune ON, 21h15, sur YouTube et sur Twitch. Ciao tout le monde, et l'OM.